vague de froid sur la Martinique, il y a une vague de froid sur la France, il y a une épidémie de grippe en France, et comme nous sommes la France, il y a une épidémie de grippe à la Martinique, mais il y a l'amitié qui fait qu'avec Daniel, avec Emmanuel, avec Frédéric, et puis avec, je suis immunisé, voilà, Concoque Jam. Ça va bien? Eh bien oui, l'occasion d'être bonne année, voilà, de souhaiter à toute l'équipe et surtout à toutes celles et ceux qui nous regardent vraiment que cette année vous apporte à chacun le meilleur. Ah oui, le meilleur, la sérénité, tu veux dire, simplement. J'ai dit le meilleur. D'accord. Ok, bon, c'est bon pour les vœux? Bon, alors on va commencer par un morceau un petit peu indigeste pour certains, mais finalement, bon, on l'a avalé. C'est que Manuel Valls a été nommé ministre des Outre-mer et il a d'emblée, tout de suite, comme tout ce qui est bien franco-français, il a fait face à une hostilité terrible pour son passé qu'on lui reproche. Je te laisse développer, Manuel. Oui, alors le sujet, c'est un peu les attentes des Martiniquais vis-à-vis du nouveau gouvernement. Oui, en gros, c'est ça le sujet. Et j'ai envie de dire plusieurs choses. D'abord, un gouvernement, ça va, ça vient, alors qu'en Martinique, on reste. Donc il y a quand même d'abord des énergies fortes à remobiliser localement avant d'attendre d'un gouvernement qu'il modifie la donne. Oui. C'est important de rappeler ça parce qu'on a parfois tendance à se mettre en situation d'attente simplement que la décision, que l'orientation, que viennent de là-bas, alors qu'on doit d'abord se poser la question de savoir comment on s'organise, nous, pour être performants, notamment dans notre relation avec le gouvernement. Alors, les défis sont immenses, il y en a beaucoup. Alors, il y a bien évidemment les défis d'urgence, comment appliquer le protocole Vichère, qui a quand même mobilisé beaucoup d'énergie et beaucoup de temps l'année dernière. Un peu plus loin de chez nous, il y a comment reconstruire Mayotte, comment reconstruire la Nouvelle-Calédonie. L'outre-mer est fourmi de défis. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ces défis. Il faut quand même revenir sur des choses plus fondamentales. Et moi, j'ai repéré 3 grands sujets qui me paraissent essentiels, autour desquels le gouvernement, à condition que nos élus et nos socioprofessionnels s'accordent pour pouvoir mener une politique conjointe, 3 grands sujets. Le premier, c'est d'abord de dire des choses très simples. La Martinique vit un mal-développement depuis des décennies. Un mal-développement qui a pour conséquence directe de fabriquer de la pauvreté, de fabriquer du chômage, de fabriquer de la violence, de fabriquer des frustrations et de fabriquer notre effondrement démographique. Et ça, il faut bien se dire que la racine de tout ça, c'est un problème de capacité de notre territoire à fournir de l'activité à tous ses citoyens et d'épanouir tous les Martiniquais. Tant qu'on n'aura pas résolu cette équation, comment redonner de l'activité à tout le monde, de manière à ce que chacun puisse s'épanouir, eh bien, on sera dans ce fatras, dans ce marasme et dans ces malheurs qui vont toucher chacun de nous au cœur. Donc, le sujet, il est économique, en réalité. Il faut avoir le courage de dire simplement, c'est par l'économie qu'on va régler nos problèmes. Et donc, à partir de là, il faut arrêter peut-être nos orientations idéologiques qui voudraient écarter l'économie au profit d'autres sujets. Il faut traiter le sujet à la racine. Et donc, alors, ce mal-être économique, il y a plein d'urgences. Comment redonner de l'activité au territoire? On a déjà évoqué ici l'idée de la zone franche sociale, qui est un moyen très efficace pour permettre aux entrepreneurs de reprendre pied dans le territoire et de redonner du travail à chacun. Il y a un sujet qui est plus général, qui est comment redonner de l'attractivité à notre territoire, comment retenir nos talents, comment empêcher nos jeunes d'aller chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent plus ici, comment donner envie à ceux qui ont des capacités de produire, de choisir notre territoire. Donc tout ça, c'est un débat d'attractivité pour lequel on doit s'accorder. Et puis j'ai envie de rajouter 2 petites idées complémentaires, mais qui sont essentielles. C'est comment restaurer la culture économique dans le territoire. Je pense qu'il y a un défaut de culture économique qui fait qu'on se défausse ou on s'écarte des vrais sujets. J'ai du mal à accepter l'idée que nos enfants fassent un cursus scolaire et arrivent à la sortie de leur cursus avec la conviction que le monde économique est un monde qui leur est hostile. Ça, dans tous les autres pays du monde, on forme nos jeunes à rentrer dans la vie économique, à l'épouser et à combattre
pour le bien du pays avec des armes économiques. Eh bien, nous, on n'a pas réussi à inculquer cette culture économique. Et là, il y a un vrai défi de formation. Je pense qu'il faut réfléchir aux écoles de formation entrepreneuriale, aux accords entreprises, éducation nationale, etc. Et puis, ma question est de savoir si cette révolution en nous-mêmes, par nous-mêmes, chez nous-mêmes, est-ce qu'elle sera rendue plus prospère, plus rentable, plus prolifique, avec un ministre d'État qui s'appelle Manuel Valls, avec tous les boulets qu'il a à son pied. Et puis tu réponds ça, et puis on passe à l'autre sujet. Oui, alors je pense que c'est un atout, à nous de savoir l'utiliser. C'est-à-dire, moi je crois qu'il faut d'abord commencer par le bon chemin, c'est-à-dire nous, Martiniquais, nous élus, nous socioprofessionnels, s'accorder sur un projet économique, se mettre d'accord pour enfin apprendre à chasser en meute. Ça, c'est l'expression qu'utilisent les Réunionnais, qui y parviennent très bien. Parce que comment ça se passe très concrètement? Le lundi, nos élus vont à Matignon, ils disent quelque chose. Le mardi, nos représentants patronaux vont à Matignon, ils disent l'inverse. Le mercredi, les chambres consulaires vont à Matignon, ils disent une troisième idée. Bref, et du coup, Matignon attend qu'on s'accorde, ce que ne font pas les Réunionnais. Et donc, apprenons d'abord ici à nous mettre d'accord sur un projet, à défendre un socle d'idées performantes. Et à ce moment-là, on va peser. Emmanuel Valls sera l'homme de la situation parce qu'il a une autorité qui nous permettra de bonifier nos projets. Excuse-moi, Emmanuel. Pour faire la transition, il semblerait que pour la question de la vie chère et des prix, il y a un consensus qui soit un peu celui que tu décris, c'est-à-dire une compréhension, une appréhension, enfin une saisine de la question par les politiques et par les économiques. Frédéric, tu nous parles des écarts de prix entre les territoires d'outre-mer. Tu peux élargir, et la métropole. Oui, et puis je ne vous apprends rien, hein, les écarts de prix entre les territoires ultramarins et la France métropolitaine. Globalement, hein, pour parler uniquement de la Guadeloupe et de la Martinique, on est autour de 16 et 14% globalement. Et puis, quand on va regarder les secteurs particulièrement touchés, on retombe sur l'évidence, hein, ce sont les produits alimentaires, avec la Guadeloupe à plus de 40%, la Martinique également, la Guyane qui avoisine. Bon. Alors, tout ça, ce sont des constats, et il y a eu plusieurs clés d'entrée. Ce n'est pas la première fois qu'on y réfléchit, ça fait des décennies qu'on y réfléchit, il y a plusieurs clés d'entrée. Emmanuel parle souvent, à juste titre, de l'agriculture et également du POSEI. Donc, il y a le POSEI que nous connaissons tous, qui est le POSEI de la monoculture, hein. Et puis, il y a le POSEI auquel nous pouvons réfléchir, qui est le POSEI de la diversification des petits agriculteurs pour pouvoir, non pas arriver à une souveraineté alimentaire, ça n'existe nulle part, mais pouvoir être un petit peu plus autonome sur notre territoire. Et je t'évoque, Emmanuel, parce que tu parles bien de la pénurie aujourd'hui des agriculteurs, de ce métier qui est en déshérence, comme peut l'être le BTP, comme peut l'être l'hôtellerie-restauration. Donc, la clé d'entrée du POSEI, elle est légitime, mais encore faut-il avoir une véritable attractivité du secteur au niveau de cette, pour pouvoir finalement endiguer cet écart de prix. Il y a le sujet dans Antilla qui a été soulevé par Jean-Claude Florentini aujourd'hui sur l'octroi de mer, hein, que tu as relayé, cette fameuse autorité unique, ce fameux taux unique qui a des effets pervers, hein, depuis que l'on observe au niveau des distorsions fiscales, financières, au niveau des ports. Donc, bien sûr que ce protocole d'accord a pu être une avancée, mais aujourd'hui, on se rend compte que les leviers de la négociation, de la grande distribution, les leviers de la continuité territoriale avec l'État, la TVA et les leviers également de l'octroi de mer, il y a encore un temps pour que ça puisse être non pas des baisses à la marge, mais des baisses substantielles. Et je crois qu'il y a peut-être, et c'est ce que je voudrais vous soumettre, si vous le permettez, une troisième clé d'entrée, c'est la clé du projet de zone franche, de port franc, de développement du grand port maritime, hein, du fameux projet Hub Antilles. J'ai un petit peu embêté, même si elle m'a très gentiment délivré une note, la chef de cabinet, Nadine Bergoz, du Grand Port, sur le fameux hub de transbordement à Fort-de-France pour l'assortir d'une zone franche qui stimulerait l'exportation, à savoir de pouvoir se connecter avec, bien évidemment, cette potentialité du Mercosur, pouvoir se connecter avec les pays d'Amérique latine, pouvoir se fournir en matières premières, puisque en termes d'agriculture, ils sont, il faut le dire, extrêmement développés, être pour notre territoire une zone justement franche de
production, de transformation et de réexportation, et de pouvoir, sur cette base, sur cette plateforme de zone franche, permettre un appel d'air industriel, une stimulation de l'économie locale, une stimulation de la productivité pour pouvoir réexporter, que ce soit en Europe ou que ce soit dans la Caraïbe. Et là, on arriverait non pas à être toujours dans ce même paradigme, toujours dans cet océan rouge des questions évoquées, refaites, défaites, etc., mais sur un nouveau paradigme, être nous-mêmes des producteurs, mais pour pouvoir non pas être des agriculteurs, mais être des transformateurs avec des mécanismes fiscaux et une vraie productivité, puisque tu as raison de souligner cette histoire de zone franche, et j'en suis effectivement promotrice, mais il faut effectivement avoir une ingénierie commune, converge, connecte et concertée, pardonnez-moi, pour pouvoir sortir ce type de projet. Et quand on voit que le Grand Port va doubler sa capacité en termes de navires et va devenir un hub de transbordement à part entière, on peut se dire que ça peut fonctionner. Et j'en suis parfaitement convaincue. Question. Il faudrait quand même que... Parce que tu parles et j'ai l'impression que c'est un très beau poème. Tu sais. Voilà. Tu vois, c'est une sorte de... On t'entend parfois cette douce chanson, hub, transbordement, port-franc et tout. Il faudrait quand même qu'un jour, l'un d'entre vous, je ne sais pas lequel qui va s'y coller, pour parler vulgairement, dise, voilà, on va fabriquer des chaussures, le cuir viendra de là, le cuir sera à tel prix, donc le marché, on le connaît, c'est tel genre de basket, etc. On peut passer un contrat avec Adidas et ça va créer tel nombre d'emplois. Je crois qu'il faut arriver à ça parce que cette littératie, si c'est le mot, sur le port-franc, sur les hubs et tout, c'est une très, 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 très belle poétique, mais j'ai l'impression que ça ne percute pas parce que ça me semble tellement évident. Pourquoi les élus ne s'emparent pas du sujet? Pourquoi à Paris, Bercy, mes frères, parce qu'on voit très bien pourquoi. Pourquoi on n'arrive pas à faire prospérer? Bon, Emmanuel est la clé, mais oui, Frédéric, tu me montres Emmanuel. Non, je ne montre pas Emmanuel. Je dis que Emmanuel a souligné le sujet qui est celui du lobbying, de la concertation. Il a expliqué qu'il y a une sorte de sas. Pourquoi ça fonctionne chez certains et pas chez nous? En tout cas, il y a une chose dont le gouvernement est responsable, c'est la situation sociale. Parce que ce n'est pas les élus qui peuvent régler la question sociale. Et c'est toi, Emmanuel, qui va traiter ce sujet. Puis après, je te laisse tranquille. Hein. Oui. La question sociale. La situation sociale tendue en Martinique pose un défi majeur pour le gouvernement, nécessitant des activités immédiates, une stratégie à long terme. Les tensions sont alimentées par la cherté de la vie. Tu as déjà un peu traité le sujet. Oui, une précarité élevée, une je vais généralisée. Oui, alors, en effet, là encore, ce sont des responsabilités partagées, voilà. Bien évidemment. Et ce sont des sujets qui nécessitent une coordination et une confiance mutuelle entre tous ceux qui rentrent et qui manœuvrent pour traiter ces sujets-là. Si on est dans la défiance, on crée des dysfonctionnements et c'est la population qui en souffre. Donc oui, ce sujet-là est important. J'ai récupéré dans une étude qui a été faite il y a quelques mois les grandes priorités des Martiniquais. C'est intéressant de les rappeler. Et j'ai noté 5 priorités qui ont été identifiées de manière et qui se distinguaient par rapport à toutes les autres. Première priorité, première attente des Martiniquais, c'est lutter contre la vie chère. Ça c'est quelque chose dont on est tout à fait conscient. Mais très vite derrière, c'est améliorer le système de santé. Oui. Troisième priorité, c'est favoriser la formation et l'insertion des jeunes. Oui. Mais pourquoi? Parce que ça veut dire que la population est consciente que sa jeunesse s'en va et qu'il faut la retenir et que ça passe par la formation. Donc je trouve que cette priorité-là est très intéressante à noter. La quatrième, c'est l'insécurité. Et ensuite vient l'amélioration des transports en commun. Alors je veux rappeler ces idées-là pour dire que les enjeux sociaux auxquels nous sommes confrontés passent aussi par un fonctionnement de nos services publics qui aujourd'hui ne donne pas satisfaction à la population. Et donc là, il y a un travail à faire pour reprendre la main sur la bonne gestion des manettes que l'on a. Je pense notamment à la gestion des déchets, je pense à la gestion des transports, je pense... Enfin, tous ces services sur lesquels on a la main et qui sont le moyen, à mon avis, le plus efficace de traiter le problème de la relation sociale avec nos concitoyens. Daniel, on en discute souvent. Donne-moi ta position sur ça, sur cette question-là. Alors, comment dirais-je? J'ai un peu de mal, compte tenu du sujet que je dois traiter, parce que, alors si tu veux, je vais embrayer là-dessus, oui. Parce que moi, je me dis que la situation qu'on connaît, qui est partie de la question de la vie chère, et toi-même, tu nous dis, la vie chère n'est pas que la seule problématique.
les incidents violents qui accompagnent tous ces temps derniers, ça révèle autre chose. Et donc, moi, je trouve qu'effectivement, on peut se poser la question de quoi cette crise est-elle révélatrice ? Quelles sont les questions qu'elle doit nous obliger à nous poser ? Parce qu'il ne suffit pas d'être dans le constat, de dire la vie chère, c'est un problème. La question des incidents, ça crée des conséquences catastrophiques pour les personnes, pour les entreprises, pour la société. Mais qu'est-ce que ça nous oblige à nous poser comme question sur notre propre société pour savoir comment la changer ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Personnellement, moi, j'en ai trouvé trois questions à poser. La première, je me dis, est-ce que l'émergence d'un mouvement comme le RPRAC et ses leaders, est-ce que c'est la fin de la représentation traditionnelle des partis politiques, des syndicats, des associations ? Parce qu'on a connu pendant des décennies, on savait quel travail de fond les syndicats, les partis devaient faire pour avoir une représentation. Comment ils étaient issus d'élections soit politiques, d'élections syndicales. Et donc là, l'émergence d'un parti qui n'était pas connu du tout, de partis qui émergent de par les réseaux sociaux, est-ce que ça veut dire que notre société veut se construire des héros qui soient des influenceurs ou qui soient capables de maîtriser les médias? Et donc ça nous interroge sur l'intégration et le travail de fond par rapport à notre société. Et il faut savoir comment nous y répondons. Parce que le risque qui se pose, c'est que justement la représentation traditionnelle se trouve à la traîne et veulent quelquefois suivre pour ne pas disparaître et qu'elle perde sa capacité de proposition. Ça, c'est un premier, pour moi, c'est une première question. La deuxième, on ne peut pas ne pas se poser la question de la violence, et la question de violence même raciale à certains moments qui se pose, qui est une violence qui était peut-être larvée, contenue. Donc, quels outils mettons-nous en place pour pouvoir répondre ? Ça ne sert à rien de se cacher les yeux, de se boucher les yeux. Il faut la regarder en face et être capable. Et la troisième question, c'est de dire... c'est la question, quel rapport les Martiniquais veulent entretenir avec l'État français ? Parce qu'on est dans un grand écart total entre un assimilationnisme total en demandant que les prix pour la vie chère soient les mêmes qu'en France hexagonale et en même temps en revendiquant une identité de plus en plus affirmée. Et donc, de façon absolument sereine, se poser la question de ce qu'on veut. Il y a ceux qui sont partisans de ne rien changer, ceux qui sont partisans de plus pouvoir, mais, et c'est là où se pose la question que tu viens de nous dire, des aspirations des Martiniquais. Comment répondre ? Et en fait, fondamentalement, moi je trouve que ça nous pose la question à tous et à chacun, c'est-à-dire citoyens et responsables, de savoir est-ce que nous sommes capables collectivement, ensemble, de réfléchir et de proposer des solutions. Parce que si ce n'est pas ça, ça veut dire qu'on laisse le pouvoir qui n'a pas de contrôle et qui n'a pas de maîtrise pour pouvoir décider de notre avenir. Et ça nécessite un engagement. Moi, je crois qu'on ne peut pas considérer qu'on se contente de regarder. Il faut que chacun, là où il est, s'engage et qu'il ait un peu aussi de courage pour pouvoir dire à certains moments qu'il y a des choses avec lesquelles, non, il ne faut pas. Donc, moi, je trouve que c'est un chantier difficile, mais c'est un chantier parce que je pense qu'il engage l'avenir de nos enfants, tout simplement. Et donc, moi, je trouve que pour cette année 2025, ensemble, essayons de nous approprier les problèmes qui sont soulevés, et puis ensemble, essayons de trouver des solutions. Jingle, société. Alors, il semblerait que l'éducation à la vie affective, que je t'aime, tu m'aimes, relationnelle et sexuelle, ça s'appelle le projet EVARS, c'est un projet éducatif, serait confié à l'école. Projet de programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Moi, je te laisse traiter ça, parce que si je devais le traiter, j'aurais explosé. Vas-y. Oui, je ne vais pas exploser. Alors, l'EVARS, effectivement, c'est l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Et il est vrai que quand on énonce ce programme, on ne retient de toutes les lettres que j'ai énoncées qu'une lettre,
c'est le S, comme sexualité. Voilà. Donc, il peut effectivement, Gérard a eu le premier réflexe, il peut être effectivement choquant d'entendre ce programme, puisque ce programme qui est à l'étude, qui est déjà assez avancé en Belgique et qui commence à prendre racine en France, eh bien, démarre dès la maternelle. Dès l'âge de 3-5 ans, il y a une sensibilisation à la sexualité. Donc, cela fait faire bondir des associations de parents et d'autres organisations, et ce, de la maternelle jusqu'au lycée, en passant par le collège. Donc, de façon très concrète, à la maternelle, l'idée, c'est de pouvoir non pas donner des noms infantiles aux parties sexuelles, mais pouvoir dire le pénis, le sexe, le vagin, etc., nommer les choses. Au collège et au lycée, l'idée est d'approfondir les thèmes en incluant la santé sexuelle, les relations interpersonnelles et les violences sexuelles. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, les détracteurs, c'est bien évidemment des accusations de wokisme, de théorie du genre, de pouvoir finalement galvauder l'innocence de nos enfants. Et puis, du côté des promoteurs, c'est de pouvoir dire, écoutez, nous avons tout de même par an 160 000 enfants victimes d'abus sexuels, victimes d'inceste en France, avec des viols entre mineurs qui s'opèrent. Il est important que nous, éducation nationale, nous devrions être au promontoire de cette éducation et pouvoir protéger les jeunes. Donc il y a cette sorte d'affrontement. Je trouve que les deux décisions, les deux situations peuvent s'entendre, mais est-ce véritablement, c'est le périmètre de l'éducation nationale? Est-ce à l'éducation nationale, qui a toujours eu vocation d'avoir une éducation, une formation intellectuelle, elle est ensuite allée vers le point de vue plutôt relationnel et moral avec l'éducation civique. Mais aujourd'hui, est-ce que l'éducation nationale peut pénétrer l'intimité, la sexualité des enfants et des familles? C'est la grande question qui se pose. Quand les périmètres aujourd'hui occupés par l'éducation nationale peuvent parfois poser question, non pas pour la sexualité, mais par exemple, tu parlais de l'éducation financière aujourd'hui. Nous sommes extrêmement en retard par rapport aux pays anglo-saxons. Un passeport qui s'appelle EducFi est tout juste mis en place pour pouvoir enseigner l'éducation financière à l'école. Il y a beaucoup de complexes de la culture française avec cela. Donc, moi, je crois véritablement qu'il faut traiter ce sujet, qu'il faut pouvoir éduquer nos enfants dans ce sens. Et peut-être est-ce à des rôles d'associations externes qui pourraient intervenir dans les classes, qui pourraient être des détecteurs. Imaginez qu'une maîtresse, par exemple, détecte un inceste. Quelle serait alors la procédure? Je parle aux avocats. Comment est-ce qu'elle ferait pour remonter les informations au niveau judiciaire? Donc, il y a toute une série de questionnements qui font que l'éducation prise comme cela, j'entends, mais après, quels sont les impacts, quels sont les effets et surtout quel est le périmètre de l'éducation nationale qui a déjà beaucoup à faire pour pouvoir performer à l'heure actuelle. Donc, quid, mais tout en ayant cette prise de conscience qu'il faut absolument avoir plus de sentinelles au niveau de nos enfants et leur protection. Voilà. Moi, j'ai une préoccupation, c'est que je reviens à mon obsession, j'ai l'air de faire marche arrière. Pour mener tous ces projets, pour faire face à tous ces défis, à tous ces problèmes, il faut quand même vraiment des pilotes aux commandes. Ici, on a vu qu'ils s'éparpillent, ils s'opposent. Mais cette France qui nous dirige là-bas, ce nouveau ministre qui vient, moi, Christian, je vais revenir sur le sujet. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur la personnalité, l'impact, la force de M. Valls pour mener à terre? C'est vrai, je suis préoccupé, donc ça paraît un peu confus, mais dis deux mots là-dessus. Non. Enfin, j'écoutais bien évidemment avec attention, puisqu'on a un peu travaillé un peu le même sujet, mais c'est vrai que j'ai un petit peu vu l'itinéraire de Manuel Valls. Il est né à Barcelone, il a 63 ans, donc il est franco-espagnol, puisqu'on verra bien que ça lui a joué des tours. Alors, dans un premier temps, j'aimerais dire effectivement qu'il a un itinéraire politique, puisqu'il a été maire d'Evry, il a été député de l'Essonne, il a été ministre dans le gouvernement de Jean-Jacques Ayrault, sous la première mandature de Hollande. Il était ministre de l'Intérieur, et puis il a été Premier ministre jusqu'à 2016. Oui, costaud. Et donc, oui, c'est absolument ça. Alors, évidemment, il est controversé parce que, et vous savez, moi, sans le connaître dans un premier temps, j'ai perçu sa fidélité à Hollande à un moment donné, sa loyauté. Parce qu'il a toujours été loyal avec Hollande, mais on sait bien que François Hollande a eu quelques turpitudes, si je puis dire, et notamment, effectivement, le livre dont il a contribué, qui s'appelle
Un président ne devrait pas dire ça. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai senti que Manuel Valls a pu défaillir dans son soutien à Hollande, parce que Hollande était déjà dans des situations assez fragiles. Et puis, effectivement, il n'a pas soutenu Bernard Hamon, puisque c'est Benoît Hamon qui a été choisi par les socialistes. Il n'a pas soutenu. Il a pris l'orientation de soutenir Macron, qui sortait lui-même du Parti socialiste pour devenir au centre droit. Enfin, voilà. Et c'est vrai que Manuel Valls a subi des critiques, beaucoup des apparatchiks politiques, des radicalistes, notamment de LFI, tout ça, qui ont considéré que c'était un homme de droite. Et puis, il a tenté de revenir, mais en même temps, il avait déjà ce discrédit à gauche, et en même temps, il avait laissé la vie politique française pour postuler à Barcelone, ce qui n'a pas non plus crédibilisé son... Après, il a voulu retourner. Vous savez, c'est difficile. Et en même temps, quand les éditorialistes se sont emparés de vous, ça devient difficile de redresser. Alors, effectivement, on le met ministre des Outre-mer. Bon, alors je pense que peut-être que Bayrou a une idée des Outre-mer. Je pense. Il a peut-être choisi un ministre d'État. Il a peut-être choisi un ministre, si vous voulez, un ministre qui a une expérience. Parce que Manuel Valls le revendique. Il dit, j'ai de l'expérience, j'aime ça, je suis candidat. Enfin, vous voyez, c'est un homme qui a effectivement une détermination et qui a un certain nombre de qualités. Il a pris des positions sur la laïcité, entre autres, vous voyez, et des positions assez courageuses. Alors maintenant, comme tu le disais, saurons-nous utiliser, c'est pas simplement l'autre qu'il faut critiquer, il faut identifier nos capacités à proposer ensemble. Oui, mais sera-t-il capable, lui, à transformer, à transformer nos essais en but? Alors, j'ai envie de dire, tous les fils qu'il a à la patte. Pour ce qui nous concerne, notre président de la collectivité avait appelé à voter Manuel Valls. Oui. Donc, je pense qu'il y a, à mon avis, un itinéraire qui peut permettre un dialogue. Vous voyez, et peut-être faire évoluer, parce que je crois que chacun aujourd'hui a compris que les Outre-mer, c'est une, disons, préoccupation, entre guillemets, pour la France hexagonale. On voit bien ce qui se passe à Mayotte, on voit ce qui se passe dans les Outre-mer. On voit effectivement aussi les déconvenus de la France en Afrique et ailleurs. Donc les Outre-mer permettent quand même de garder un espace marin qui est quand même assez important. Aurons-nous la capacité d'être suffisamment intelligents pour pouvoir trouver des solutions? C'est ça la réalité. Okay. En même temps, ce gouvernement va-t-il durer longtemps? Et puis, dernier élément, je voudrais ajouter un élément, parce que tu as parlé de l'éducation économique. Et j'ai envie de dire l'éducation tout court. Oui. C'est un enjeu pour la Martinique. On ne pourra pas avoir un pays développé s'il n'y a pas plus de civisme, s'il n'y a pas plus de comportement social, de tolérance, de compréhension. Vous voyez, s'il n'y a pas cette espèce de pulsion qui fait qu'on est toujours contre quelque chose, il faut apprendre à construire ensemble. Et ça, je crois que, indépendamment de l'éducation nationale, les communes et les collectivités ont à mettre en place des systèmes d'éducation. Je ferme la porte en parlant du carnaval. On a parlé, il y a un gars sur Facebook qui a dit « Yekiba est mal élevé, tu vois ?» Et j'ai déjà parlé de ça. Il faut arrêter avec ça. Il faut, à mon avis, donner plus de civisme, plus de sens à nos démarches globales. Voilà, je termine sur ça. Pour que les gens qui sont censés mettre ça en œuvre, je ne sais pas qui, d'ailleurs, t'entendent. Dieu, peut-être, en tous les cas, pendant qu'on y vient. Moi, il y a une chose qui m'a un petit peu bouleversé. J'étais dans le froid, comme la plupart d'entre vous, ces temps derniers, et j'ai vu cette foule manifestant de façon vociférante et manifestant de façon assez intense devant l'église du François à l'occasion de mariage chrétien, et ça m'a donné à réfléchir. Un exemple flagrant. Oui, ça m'a donné à réfléchir sur mon propre mariage. Je vais le dire de façon assez solennel. Le mariage chrétien, c'est quelque chose d'important parce que c'est une cérémonie. C'est pas une formalité comme à la mairie. C'est une occasion où on s'associe pour, à terme, accepter les différences de l'autre. Parce qu'au début, on s'aime, on s'adule, on s'attire, on se fréquente, et puis après, il y a les enfants, il y a le quotidien, il y a les difficultés de la vie, il y a la vie chère, il y a la deuxième voiture qu'il faut acheter, il y a le concret. Et une image que j'ai utilisée, moi, puisque j'ai eu beaucoup de mariages dans ma vie, non, c'est pas de l'humour, c'est vrai, mais le seul qui a été vraiment le plus, disons, efficace, puisqu'il perdure depuis un quart de siècle, c'est celui qui a été fait à l'église, parce que
parce que là, j'avais compris que c'était un engagement profond, qui allait au-delà du contrat, qui allait au-delà de l'obligation laïque et civile, qui était quelque chose qui pénétrait nos âmes, nos esprits, nos pensées, notre cœur. Et ce sont deux personnes qui pouvaient très bien se marier en Normandie, où très certainement ils ont des propriétés de centaines d'hectares, ou pouvaient à Deauville ou ailleurs, ils ont certainement des hôtels qui leur appartiennent, qui ont décidé là, en titre d'église François, sur leur terre natale, qui ont décidé de s'associer pour unir leur destin, fonder une famille, vivre sur leur terre, c'est leur terre natale. Et ces voix qui vociféraient, je ne sais même pas quoi d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on s'opposait à ça, ça m'a beaucoup choqué. Et il n'y a pas eu beaucoup de réactions, sauf celle de M. Podama, dont on parlera plus tard. Et je me suis cru obligé d'écrire là-dessus et de prendre mon courage à deux doigts, parce qu'il ne faut pas être beaucoup, pour dire que Christian parle de civisme, il parle d'éducation. Daniel vient de vous donner un message très fort sur la façon de vivre ensemble. Emmanuel vous a expliqué comment il faut travailler. Frédéric, tous les jours, vous explique qu'il faut accueillir l'autre dans le cadre du tourisme, mais il faut arrêter ces choses-là. Et ceux qui sont responsables de n'importe quelle manière, à n'importe quel titre, doivent prendre la parole et dire aux gens, manifester, mais il faut quand même, lorsqu'une décision de justice est prononcée, on ne lance pas de cailloux après un tribunal. Il faut écouter, parce que demain écoutez, si ça continue comme ça, l'indépendantiste que je suis ne sera jamais plus indépendantiste. Exactement. Je vous le dis, le patriote que je suis ne va plus penser à la patrie martiniquaise. Laissez les choses se faire et conserver l'acquis civilisationnel de l'humanité, la paix, la sérénité, le respect des instances, des institutions. Faites ça pour vos enfants, pour nous. Les cris, les injures, les vociférations, chez nous. Et puis, quand vous chantez le Tchèmé Blindé, Christian, il faut le chanter bien, hein, parce que c'est une très belle mélodie, un texte puissant. Mais si vous chantez faux, vous faites les choses bien, quoi, même quand vous vous opposez, je vous le dis. Opposez-vous bien, fortement et puissamment. Je vais quand même laisser Emmanuel dire deux mots sur le sacrilège du mariage. D'abord, je voulais vraiment te féliciter pour la qualité du texte que tu as publié. Félicitations acceptées. Parce que oui, c'était courageux de le faire et c'était bien dit. Et c'est ton cœur qui a parlé et je pense que tous ceux qui l'ont lu l'ont ressenti. Donc bravo pour ça. Et puis, il y a plusieurs phrases fortes. Il y en a une qui dit « Ces cris ne rabaissent pas les mariés, mais bien ceux qui en sont à l'origine ». Je crois que tu as tout résumé avec cette phrase. Et j'ai envie quand même, pour essayer de mettre un petit peu de vision positive dans tout ça, c'est qu'au fond, ce qui s'est passé ce jour-là, il y avait très peu de monde qui manifestait bruyamment contre ce mariage. Il y avait une dizaine de personnes tout au plus. Et moi, j'ai vu des images, je n'étais pas sur place, mais j'ai vu des images, notamment de beaucoup de Martiniquais qui étaient autour du parvis et qui étaient sidérés par ces manifestations violentes. Et la vraie Martinique, elle est là quand même. Je pense que fondamentalement, ceux qui ont voulu tenter cette manifestation ne se sont pas grandis au regard des autres Martiniquais qui n'ont pas accepté cette violation du sacré. Tu parlais de ton mariage chrétien. Je pense qu'on est dans un monde où on a peut-être besoin d'une dimension un peu de sacré. Alors, ce n'est pas forcément dans le champ catholique, mais en tout cas s'élever par-dessus nos petites contingences personnelles, chercher des choses qui nous dépassent. C'est ça la transcendance, c'est ça l'esprit du bien commun, l'esprit de l'intérêt général. Et c'est toutes ces valeurs-là que tu as bien exprimées dans ton écrit. Et je crois qu'il faut vraiment relativiser ce qui s'est passé. C'est un petit groupe qui n'est pas le reflet de la Martinique, loin s'en faut. Je crois que la Martinique, dans son immense majorité, a été très choquée par ces manifestations de haine qui se sont exprimées sur le parvis de l'église du François. On n'aurait jamais imaginé ça le siècle passé ou la dernière décennie. Tu sais, la bactérie, la pathologie, elle est parfois infime et minuscule. Donc, il faut quand même se prémunir contre la dégénérescence de corps sains. Parce que le corps martiniquais était sain, avec son passé difficile, avec son histoire tumultueuse.
la société était vivante, elle a donné une belle population, elle a donné la créolité, l'antillanité, la martinicanité, crier contre les. Elle a donné un tas de choses dont Nadia va nous parler, c'est-à-dire la richesse, sa richesse culturelle et spirituelle. Oui, moi je dirais culturelle. Non, nous sommes. Moi je crois que nous avons. On le dit à toutes les fois que nous parlons de littérature, peinture, musique. Et il me semble que je pense que je l'ai dit la dernière fois, que nous ne sommes pas suffisamment conscients de notre richesse. Et nous avons tout au long de cette émission parlé du fait qu'il faille ensemble construire, qu'il faille réfléchir, avoir une éducation. Mais la culture, et c'est l'élément qui permet tout cela, parce que quand on voit tous les éléments, je prends quelques exemples. Le 4 janvier 2025, à la Maison du Bellay, il y a les grands maîtres du Bellay qui prononcent les vœux. Et pour la première fois, c'est une femme qui le fait, parce que l'année dernière, il y a eu 3 femmes qui ont été intronisées maîtresses Bellay. Et on a une continuité de la tradition avec en même temps une appropriation de l'évolution de la société. Et il y avait à la fois des enfants, et il y avait les anciens. Et donc ça, c'est un exemple. Ensuite, au mois de décembre, Patrick Chamoiseau, à New York, a reçu un prix pour l'ensemble de son œuvre. Raphaël Confiant, le 1er janvier, en a reçu le prix Nicolas Guillen. Au mois de mars de l'année dernière, c'est Grégory Privat qui recevait le prix Django Reinhardt, qui est un prix prestigieux. Donc, nous avons notre musique, nous avons notre littérature, nous avons notre gastronomie. Oui, tout à fait. Nous avons notre gastronomie. Nous avons des chefs dans le monde entier. Nous avons un chef qui est au printemps, mais même on a des chefs qui reviennent. Alors, je ne parle même pas de Marcel Ravin qui est à Monaco, mais on a des chefs qui reviennent et qui sont dans des... qui sont... Tu parlais de créolité, de créolisation. C'est extraordinaire comment les chefs s'approprient de nos traditions culinaires pour en même temps en faire de nouvelles recettes qui tiennent compte de l'évolution de la société. Et c'est-à-dire qu'on découvre que le fruit à pain, on peut le manger de différentes façons. Nous avons notre patrimoine, qui soit le patrimoine bâti, notre architecture, nos maisons, mais également le patrimoine immatériel avec les festivals, avec le Tour d'Aïol, etc. Toutes ces manifestations culturelles sont des occasions de fédération de la société martiniquaise. Parce qu'une société ne vit pas si elle n'a pas des instants, des moments où elle se reconnaît, quel que soit le niveau social, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la catégorie sociale. Toutes ces personnes vont vibrer autour d'Aïol, toutes ces personnes vont venir assister à certaines manifestations du festival de la rue de Fort-de-France, de la ville de Fort-de-France, quand il y a 30 000 personnes, 40 000 personnes, 50 000 personnes qui viennent pour pouvoir assister à un spectacle. Donc là, c'est ça notre force. Et donc, moi, je crois qu'il y a peut-être une tendance à vouloir, d'une part, ne nous considérer que comme des victimes, oubliant que dans notre histoire, nous avons des héros et nous avons vaincu, et ou bien nous rester dans la victimisation éternelle et de ne pas considérer que nous pouvons nous asseoir sur une histoire qui est riche, douloureuse, qu'il ne faut pas oublier, mais qu'il faut connaître, mais qu'il faut s'appuyer dessus pour dire qu'on peut affronter le monde. La culture nous permet, et si tu me permets, je vais citer Aimé Césaire, ce sont des armes miraculeuses. Ne te permets pas, il faut le faire à chaque fois. Et moi, je voudrais te dire, il y a un truc que Césaire disait aussi, l'approfondissement du particulier amène à l'universel. Absolument. Quand tu développes le fruit à peine, comme tu le dis là, on va à l'universel. Voilà. C'est-à-dire que vous prenez un fruit à pain, vous l'épluchez, vous faites une tranche très fine, vous passez ça à l'huile légèrement, et ça vous fait une assise pour les pizzas. Ça, c'est l'universel. Vous faites un plat italien. Musique. Alors, je suis dans le prolongement de Daniel, parce que je parle d'un potomitan, Joby Bernabé. Joby, à qui on fait un grand signe, on exprime une grande... Alors, Joby, c'est une démarche singulière. Joby, c'est un itinéraire. Joby, c'est une voix originale et un style audacieux. Joby, c'est un défi. Joby, c'est loin de l'amusement et de la légèreté.
Joby, c'est des paroles d'écoute, de compréhension, C'est de la musique? d'intelligence et de la musique, bien sûr. musique. Ah oui, c'est de la musique. Hein. Joby, c'est marier les mots, embellir la langue créole, une langue qui a été vilipendée, étouffée, écrasée, et Joby montre sa magnificence, sa beauté. Voilà, Joby, ce sont des images, c'est une inventivité de tous instants. Respect pour Joby, respect pour l'en-mémoire, respect nous qu'a coûté. Passe. Ni l'homme grichi qui apprend à refuser soutirer la misère. L'homme qui récite au saladèche et pas tchèque, on lit son géographie. L'homme red comme maçon qui connaît les têtes pour y lâcher doyau. L'homme qui décide de rester en foi pour tout gober miette la vie de la Saint-Sylvestre. L'homme qui a pété gauche, l'homme qui a cochifé à force, il a en fait. Alors, Joby, c'est aussi une exigence musicale. Il a des musiciens merveilleux qui l'accompagnent. Je vais faire un clin d'œil à Félix Clarillon, un homme d'une grande modestie, d'une grande humilité, mais d'une qualité remarquable. Je veux faire un clin d'œil aussi à Louis Aleb, qui a joué avec lui, et Alfred Fantone aussi. Des musiciens qui sont un peu retirés, mais qui sont très puissants. Et Joby a toujours donné de l'importance à son univers musical. Il veut le silence. Il veut que l'écoute soit optimale pour pouvoir exprimer son art. Je vous invite à écouter le deuxième titre qui s'appelle Couler. Couler. Alors, couler, c'est la drague. On va faire un couler de Daniel. On n'utilise plus ça. Voilà, c'est couler. Alors, voilà, l'amour créole. Joie mon ouais doudou pour première fois doudou. La main, l'amour, mais la peau tabou, t'es moi. En gêne, courant, courir en tout canal, comme moi. Les mains gardées au doudou pour première fois doudou. Avant ou troisième mois, t'es coutier doux, moyen, t'es hanitant la tie anti-zing, si quand t'es haut. Je ne pouvais pas dire l'amour en créole, mais Paola là, Paola fort. Alors je vais faire un petit clin d'œil bien évidemment à son épouse, Marie-Ange, ravissante et toujours positive, toujours souriante. Alors Joby, c'est une exigence de silence, je le disais tout à l'heure. Chaque mot doit pénétrer l'entendement. Chaque mot doit exprimer la force du message. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre Joby à l'école. Apprendre la langue créole à travers la poésie de Joby et les métaphores. Alors là, on va passer à une troisième vidéo. C'est un titre en français, Comme on fait sa vie, que je vous invite à découvrir. Ouais. Bien de gens se trouvent pas mal. Pas mal aussi se trouvent bien. Certains soudain se trouvent mal, d'autres ne se sentent pas bien. Passent leur temps à se chercher, ont bien du mal à se trouver. J'ai vu des gens qui vivent bien, et pas mal d'autres vivant bien mal. Il y a ceux qui vivent tant bien que mal, et ceux qui vivent plus que bien. Et parfois même beaucoup trop bien. Si bien qu'ils vont vite bien mal. Si bien qu'ils vont vite bien mal. Lui ont du mal à être bien. Voilà. Apprendre à écouter, apprendre à être attentif au message, apprendre à mesurer les exigences également d'une esthétique originale. Joby, c'est aussi une implication sociale. Il a crié la douleur. Hein, il a crié un cri contre les excès et les conséquences. Contre la logique du pourrissement. C'est ce texte que je vous invite à écouter. Puissant. La logique du pourrissement, c'est un destin qui se marchand d'une terre du sud qui perd son or, un champ d'amour qu'on hypothèque. L'espoir trimballe au goût de poisse, et la psy se fait son beurre quand les neurones se font de la bile.
On vend de la foi à tour de bras et les gourous ont le bras long. On paie des gangs pour tuer la peur. Dans les agences du Nirvana, le Père Noël s'internetise et la culture se génétise. Les jeunes chevauchent dans leur ghetto les paradis de la défonce. Le diable solde ses miroirs. Le roi du carnaval refuse de mourir. Et la folie pétrit ses jours en sifflotant un air de cendre. C'est dans le swing de cette logique qu'un soir de mercredi décembre, sans roi de carnaval, un chien sans poil travaillant du chapeau au milieu de macadam crade près d'un amas de débris d'âme et de dépouilles de sacs à main volés me confia qu'il avait conçu, entre deux ulcères d'estomac, une prodigieuse dialectique pour consacrer le pourrissement, supralogique du pourrissement, métaphysique du pourrissement et poétique du pourrissement. Waouh! J'essaie de choisir des extraits qui peuvent exprimer au mieux la profondeur et l'intensité de la parole. Et j'insiste dessus parce que c'est parfois dramatique de voir que des œuvres aussi profondes ne pénètrent pas l'esprit et ne sont pas partagées. On parle de culture, mais parfois j'ai envie de dire on est tellement éparpillés qu'on oublie ce que nous avons. Enfin bon, ça c'est un débat, mais c'est le débat. Voilà. En tout cas, je crois qu'il faut sacraliser Joby. Il faut considérer le travail qu'il a fait. Il faut apprendre à le connaître. Il faut, à mon avis, diffuser ses textes, les soumettre à la compréhension, à l'analyse de sa prose. Voilà, il faut l'apprendre, Joby, dans le cadre de l'éducation. Alors, je veux vous dire aussi que Joby a été à l'origine d'une initiative extraordinaire, c'était le corps musical. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du corps musical. C'était une initiative, c'était M. Darcier était président de la collectivité, enfin, c'était de la région dans le temps. Et il y avait un mouvement avec Alfred Varras, Alec Lovinsky, tout ça, et Jean-Claude Montredon, pour pouvoir faire comprendre que la musique et l'art sont des éléments importants dans le développement. Et ils avaient pris effectivement au Morne Pigevin, c'est ça? Ils avaient pris le Morne, ils ont créé le corps musical. Et Joby a été le fer de lance de cette initiative. Hein. C'était une initiative qui a été soutenue par Francisco aussi. Oui. Tout ça, c'est dans l'histoire de la culture martiniquaise. Et donc, voilà, et je dis que nous n'avons pas le droit de ne pas considérer le travail de Joby. Alors, pour terminer, je vais vous faire écouter aussi son titre phare, Femme, avec la symbolique du combat des femmes qu'il a épousées, qu'il a exprimé à travers ce magnifique texte, Femme. Pomme fleur, qu'a tourné nom en colibri. Pomme flèche, qu'a pitié nom en mythe entière. Femme fil, qu'a voplé nom en poêle vieillot. Femme fiel, qu'a fan froid nom mais qu'un coup de langue. Femme folle, qu'a pante nom en bout de branchio. Fout femme flèche, fout femme flèche, fout femme nifil, fout femme fiel, fout femme folle. Mais fout femme faut fout, les femmes fait temps, fait force ou fort. Voilà, donc Joby, merci beaucoup. Et je profite pour dire bonne année, bien évidemment, à tout le monde culturel martiniquais, à tout le monde musical martiniquais. Continuez pour nous aller encore plus loin, quoi. Alors je ne peux pas m'empêcher, s'agissant de Joby, de parler de ce qu'il fait, savoir les bijoux. Tout à fait. Parce qu'il fait des bijoux et il fait également des sujets à partir que des produits de la mer, rejetés par la mer. Et donc, il y a des morceaux de bois, il y a pas du corail, comment ça s'appelle ce qui est... Du Viapoli? Non, il fait des personnages qui sont extraordinaires. Alors, il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça. Il fait des mobiles et avec des couleurs extraordinaires. Et ces bijoux, il y a du bois, il y a des perles. Et c'est vraiment, c'est très riche comme inspiration. Et je pense aussi au personnage qu'il avait créé, métallique,
C'était des espèces Oui, de... tout à Il y en avait fait. un très grand, énorme. Schaeffer. C'était un Schaeffer pour le carnaval, oui. Schaeffer, et avec des plus petits qui se déplaçaient. Tout à fait. C'est C'est extraordinaire. Ils sont entreposés, je ne sais pas trop où, mais je trouve que ce serait formidable de les faire ressortir. Tout à fait. Laissez-moi vous dire les vœux de l'écrivain écologiste, c'est comme ça qu'il se qualifie, Raphaël Confiant pour 2025. Il nous dit que soit organisé dans les plus brefs délais un référendum sur l'indépendance. Les Martiniquais doivent cesser de vouloir tout et le contraire de tout. Leur tambour des mondas commence à m'asphyxier. Soit on accepte de vivre comme Sainte-Lucie, Grenade, Saint-Vincent ou Barbade, soit on ferme notre grande gueule de Français d'outre-mer. Et surtout, dans les deux cas, qu'on arrête ce délire anti-blanc. À la semaine prochaine. Je vous remercie. À bientôt.